Bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais essayer de partager avec vous tout ce que j'ai appris concernant la réaction de substitution nucléophile bimoléculaire d'ordre 2. Donc, je vais essayer de passer directement par le mécanisme réactionnel. Donc, si j'ai par exemple un nucléophile qui va réagir avec un dérivé halogéné. Donc, un dérivé halogéné, R1. R2, R3. Donc le mécanisme passe par une étape lente. Donc cette étape lente, nous aurons dans cette étape lente l'attaque directement de nucléophiles. Donc vous voyez ici, et parce que c'est très difficile de casser cette liaison CX, donc nous allons passer par une étape et pas une étape. D'accord? Donc une étape dans laquelle nous allons former un carbone pentacoordonné, c'est-à-dire qui forme 5 liaisons, R3, R1, R2. Donc c'est une étape temporaire, donc étape et pas étape. État est différent de étape. Donc c'est une étape qui s'appelle l'état de transition. Donc nous allons former dans cet état, donc nous allons essayer de former la liaison, la nouvelle liaison nucléophile carbone, et nous allons essayer de rompre la liaison carbone X. Donc formation de cette liaison et par conséquent rupture de cette liaison. Donc c'est une état de transition qui a une énergie très importante. Donc c'est un espèce chimique qui va apparaître vitement et disparaître très vitement. Donc et puis l'étape rapide. L'étape rapide, c'est que le X- va s'éliminer de la molécule. Donc on va former finalement une nouvelle liaison nucléophile carbone R2, R1, R3. Donc comme vous voyez ici, si je compare le composé de départ, le nucléophile va attaquer la molécule en arrière. Pour cette raison, on va obtenir ce qu'on appelle une inversion de la configuration. Donc une inversion de configuration qui s'appelle l'inversion de Walden. Voilà, donc c'est ça le mécanisme de la réaction SN2. Voilà, donc je vais essayer de donner un exemple pour bien maîtriser cette réaction. Donc CF, CH3, H, phényl. Donc ce composé-là, lorsqu'il réagit avec un nucléophile, par exemple CH3 au moins, donc le CH3 au moins va attaquer la molécule en arrière. Pourquoi en arrière? Parce que celui-là possède 3 doublets électroniques. Donc en arrière, pour minimiser le gène stérique, ici delta plus. Et donc l'attaque de la molécule sera en arrière. Donc passage par la première étape, c'est une étape, étape lente. Donc ce mécanisme passe en une seule étape parce que l'état de transition n'est pas une étape, c'est une étape. Donc F, formation, donc rupture de la liaison CF et formation de la liaison au CH3. Donc phényl ici, H, CH3, c'est ce qu'on appelle l'état de transition. Et puis le F- va s'éliminer de la molécule, c'est le groupement partant, et donc nous aurons une inversion de la
de la configuration et formation d'une nouvelle liaison COCH3. Et donc vous pouvez vérifier cette inversion de la configuration parce que j'ai un carbone asymétrique. Donc le phényl va posséder le numéro 1, le fluor, le phényl va posséder le numéro 2, 3, et donc ici comme vous voyez, donc c'est R, et puisque l'hydrogène est en avant, c'est S. Par contre ici l'oxygène va posséder 1, le phényl 2, 3, donc c'est S, et puisque l'hydrogène en avant c'est R, c'est ce qu'on appelle l'inversion de la configuration ou bien l'inversion de Walden, c'est ça la stéréochimie de la réaction. Donc cette réaction est énantiospécifique. C'est un terme très intéressant. Donc on dit que cette réaction est une réaction énantiospécifique. Qu'est-ce que ça veut dire énantiospécifique? C'est-à-dire que le produit est obtenu avec une inversion de la configuration. Donc c'est une réaction qui spécifiait une inversion de la configuration qui s'appelle inversion de Walden. Donc voilà, je vais essayer de donner un contre-exemple. On peut, parce que là c'est une remarque très intéressante, parce qu'il existe des situations dans lesquelles on a une inversion de configuration relative avec conservation de la configuration absolue. Donc ça c'est ici donc je vais essayer d'expliquer une remarque très intéressante. Donc il existe des situations dans lesquelles on a une inversion de la configuration relative avec conservation de la configuration absolue. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc si j'ai par exemple CM- plus qui va réagir avec un espèce CI phényl, voilà, méthyle, donc un carbone lié avec un éther. Donc si je veux déterminer la configuration ici, donc l'iode va posséder le numéro 1, ce carbone là va posséder le numéro 2, et donc celui-là le 3, donc c'est R, donc c'est S, et puisque l'hydrogène donc S, et puisque l'élément 4 se trouve en arrière, c'est R. Donc l'attaque de la molécule est en arrière, donc méthyle, phényl, inversion de la configuration bien sûr selon l'attaque. Cn. Donc si je veux déterminer la configuration de ce composé là, donc le N, un carbone lié avec un azote est beaucoup plus important, donc c'est 1, celui-là 2 et celui-là est 3, donc c'est quoi? C'est toujours S, et puisque le méthyle est en avant, c'est R. Donc comme vous voyez ici, l'attaque est en arrière, mais malgré ça la configuration reste constante. Donc pour cette raison chaque règle a des exceptions, donc ça c'est un cas particulier, mais le cas général nous aurons une inversion de la configuration. Donc comment je peux savoir que y a-t-il une inversion ou non? Donc c'est tout simplement par la détermination de la configuration absolue. Donc si la configuration reste constante, ce qui explique que c'est une rétention de la configuration qui dépend du groupement et non de carbone asymétrique. Donc je vais essayer de passer au cinétique de la réaction. Donc cinétique des réactions SN2. Lorsqu'on parle de la cinétique, on parle de la vitesse de la réaction. Donc Rx plus un nucléophile qui va me donner RNU plus X-. Donc la vitesse, l'expérience montre que cette réaction dépend
non seulement de Rx, mais également de Nu. Donc, elle dépend de la concentration de deux molécules. Donc, pour cette raison, on l'appelle une réaction bimoléculaire, c'est-à-dire qu'il dépend de deux molécules. C'est une réaction d'ordre 2 ou bien deuxième ordre. Voilà, je vais essayer de passer directement à l'influence du solvant. Influence de quoi? Du solvant. Donc l'influence du solvant dans cette réaction, donc la SN2 ou bien la substitution nucléophile bimoléculaire se fait mieux sur les carbons donc la vitesse de la réaction est fortement influencée par le solvant. La SN2 est favorisée par les solvants aprotiques polaires. Donc lorsqu'on parle de l'influence du solvant sur la réaction SN2, on va parler de ce qu'on appelle des solvants qui sont aprotiques. Donc qu'est-ce que ça veut dire aprotique? A, c'est un préfixe de contraire. Protique, ça vient du proton, c'est-à-dire un solvant capable de former une liaison hydrogène. Et puisque le A de contraire est ici, le solvant aprotique est un solvant qui est incapable de former une liaison hydrogène. Il y a une seule façon de comprendre, c'est par les exemples. Donc je vais essayer de donner un exemple d'un solvant aprotique, par exemple le propanone. Donc on peut avoir également d'autres solvants aprotiques, par exemple le péridine. Donc tous ces éléments-là, ils ne possèdent aucun proton, voilà, aucun hydrogène chargé positivement. Donc on peut trouver également les nitriles, HCC triple liaison N, voilà, et ainsi de suite. On peut également trouver le soufre, voilà. Ce sont tous des solvants qui sont non protiques ou bien aprotiques. Donc à chaque fois que vous voyez un solvant aprotique, il faut penser à la réaction SN2, bien sûr dans le cas d'un carbone secondaire. Donc voilà, je vais passer directement à l'influence de substrat. Influence de substrat. Donc, qu'est-ce que ça veut dire le substrat? Le substrat, c'est l'élément qui porte le X. Donc, comme nous l'avons déjà vu, d'après la loi de la stabilité, un substrat primaire est moins stable par rapport au secondaire, par rapport au tertiaire, par rapport, etc., etc. Donc, vous voyez ici une classification selon la SN2. Donc, quand est-ce qu'on peut parler de la réaction SN2? C'est SN2 puisqu'on n'a pas de carbocation, donc le carbone primaire est favorisé dans cette réaction. Très bien. Donc un carbone primaire favorise la réaction SN2 et puis un carbone primaire également favorise SN2 et puis voilà un carbone secondaire. Donc ce carbone secondaire, ça dépend du solvant. Si j'utilise un solvant aprotique, je devais utiliser SN2. Si j'utilise un solvant protique, je devais utiliser SN1. Donc le carbone secondaire, on peut trouver des carbones secondaires réagir selon SN1 et également des carbones secondaires réagir selon SN2. Voilà, et le dernier cas, c'est le carbone tertiaire, bien sûr. Donc le carbone tertiaire est plus stable, donc il va réagir selon SN1. Voilà, donc la SN2 se fait mieux sur le carbone pesant cambré, c'est-à-dire moins substitué, les méthyles ou bien les carbones primaires, que sur le carbone tertiaire très encombré, puisque l'approche nucléophile se fait par derrière. Donc, comme vous voyez ici, plus le carbone est moins substitué, plus il est capable de passer par l'état de transition ou bien l'état pentacoordonné. Donc, je vais essayer de parler de l'influence de la nucléophile ou bien du nucléophile. Donc, influence
de nucléophiles. Donc, lorsque je parle de l'influence de nucléophiles, la force relative des nucléophiles a une influence sur la vitesse de réaction. Les nucléophiles chargés sont meilleurs que les neutres. Donc, si j'ai par exemple un nucléophile chargé, est très favorisé par rapport à un nucléophile qui est neutre, qui ne possède aucune charge. Donc, aucune charge. Par exemple, un nucléophile neutre, un nucléophile chargé, c'est au moins, il est très important par rapport, donc il réagit beaucoup plus facilement par rapport à un nucléophile neutre, par exemple ROH. Voilà, la puissance du nucléophile ne dépend pas seulement de sa charge, mais aussi de la solvatation qu'il subit. Voilà, donc je vais passer directement à l'influence de nucléophiles ou bien l'influence du groupement partant qui dégage la molécule ou bien le nucléofuge. Donc tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire un nucléophile? Donc un nucléophile, lorsque j'ai XRX, donc le X- c'est l'élément, donc on dit que X- est un nucléofuge. Donc les meilleurs groupes partants sont ceux qui peuvent stabiliser la charge négative formée. Donc un nucléophile est beaucoup plus stable par rapport à Br-, beaucoup plus stable par rapport à Cl-. Alors la question qui se pose, quelle est la différence entre I et Br et Cl? Donc dans le tableau périodique, nous avons le fluor, il appartient à la colonne à la ligne numéro 2. Le chlore, il appartient à la ligne dans le tableau périodique numéro 3. Et le brome, il appartient à la ligne numéro 4. Et l'iode qui appartient à la ligne numéro 5. Quelle est la différence entre le fluor, le chlore et le brome selon la taille ou bien le rayon atomique? Donc le fluor a un rayon atomique très petit. Pourquoi? Parce que n est égal à 2. Par contre, le chlore, donc ça c'est le rayon atomique, le chlore a une taille beaucoup plus importante. Donc ça c'est le rayon de F, celui-là c'est le rayon de chlore. Et le brome a une taille très importante par rapport au chlore, donc ça c'est le rayon de brome. Et puis l'iode a un rayon très important, c'est le plus grand de ces quatre. Donc c'est le rayon de l'iode. Donc pourquoi lorsque n augmente, le rayon atomique va augmenter également? Parce que le R, le rayon de l'atome, elle dépend de niveau énergétique ou bien de nombre quantique principal, comme vous l'avez déjà étudié dans l'atomistique. Donc ici n est égal à 1, n est égal à 2. Donc comme vous voyez ici, la distance qui sépare le noyau de premier niveau est tout à fait différente par rapport à la distance qui sépare le noyau par rapport au deuxième niveau, donc on voyait ici, et au niveau 3. Donc ce qu'il faut retenir, que plus la taille de nucléofuge augmente, plus sa capacité à dégager la molécule augmente. Donc pour cette raison, le I- est un meilleur groupement partant par rapport à Br-, par rapport à Cl-, c'est-à-dire que le Br-, elle s'élimine très facilement par rapport à Br-. Pourquoi elle s'élimine très facilement? Parce qu'il a une taille très importante. Donc il va essayer de minimiser, bien sûr, de minimiser son énergie ou bien d'augmenter sa stabilité par une rupture. Donc ce qu'il faut retenir, que plus la taille augmente, plus la capacité nucléofuge augmente, plus la capacité à s'éliminer de la molécule augmente. Voilà, donc comme ça, j'ai terminé finalement la réaction SN2. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser dans les commentaires. Merci de votre attention. Merci d'avoir partagé la vidéo avec vos collègues. Le bonheur ne diminue jamais lorsqu'il est partagé, mais par contre, bien sûr, la connaissance augmente spontanément, ou bien se développe spontanément lorsqu'il est partagé. Courage à tous.